Alors ça, vous n'avez pas le droit de faire ça aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la taupe. Et l'acompte de la commande a payé l'huissier. Waouh! Pour moi, le diagnostic évident, c'est que tous les cours d'économie, c'est une catastrophe. Alors, vous verrez qu'à la fin, le vrai sujet de la stratégie, c'est la culture générale. Donc, vous allez partir avec une bibliothèque idéale. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un invité d'exception, Xavier Fontanet. Bienvenue. Merci, merci de m'inviter. Merci. Avec plaisir. Alors, entrepreneur, auteur et ancien PDG d'Essilor, une entreprise qu'il a dirigée pendant près de 20 ans. Xavier est un véritable pilier de l'excellence stratégique en France, qui est un de ses sujets de dada, dont il est auteur d'un livre à succès. Sous sa direction, Essilor est devenu un leader mondial dans le domaine de l'optique ophtalmique. On va revenir là-dessus. Et ce qui nous fascine chez lui, pour ça qu'on a voulu l'inviter et qu'on a beaucoup de chance de vous avoir parmi nous, c'est sa capacité à transmettre. Donc, que ce soit à travers ses livres, ses interventions médiatiques, ses cours dans les plus grandes écoles, Xavier partage inlassablement les clés pour construire des entreprises durables et performantes. Donc aujourd'hui, Xavier vient nous parler de ses expériences uniques, de sa vision du leadership notamment, et ce que signifie en fait diriger une entreprise aujourd'hui, parce que c'est un impondérable. La stratégie existe depuis très longtemps, on le verra tout à l'heure dans la partie scale. Donc accrochez-vous, c'est un échange riche en enseignements, et bienvenue Xavier. Merci beaucoup de votre invitation, mais j'espère que je mettrai à la hauteur. On n'a pas de doute. Également. Donc dans ce podcast, toujours 3 parties. La première sur le 0 to 1, et sur cette partie-là, on aimerait bien, Xavier, que vous puissiez retracer votre parcours, vos études, le fait que vous ayez travaillé dans différents types de sociétés aussi, à quelle taille vous êtes rentré à l'intérieur, à quelle taille faisait la société à votre sortie. Et pour les plus curieux de nos auditeurs, il y a une page Wikipédia qui aussi fait très bien ce travail. Sur la partie 2, on va creuser le scale avec Aymeric sur 2 points précis. Et dernière partie, le endgame, on verra un petit peu vos actualités du moment. Voilà. Donc, c'est pas mal si vous puissiez nous retracer un petit peu votre parcours d'excellence. Parcours d'excellence, attendez, vous jugerez après. Disons d'origine, breton de mère et savoyard de père. Hein, donc, c'est des familles qui sont parisiennes, mais première génération. C'est quand même des provinciaux. Gros ancrage provincial. Fils de jésuite. Donc, 17 ans chez les Gèzes et puis Ginette, Sainte-Geneviève. Ah, donc, de là, j'étais au Pont, Point-Chaussée. Hein. Et puis, donc, je me suis marié donc, très jeune, donc marié depuis 55 ans avec mon épouse, 3 filles. Donc, je leur dois beaucoup à toutes les 4. Hein. Et donc, après, jeune marié, on voulait absolument aller aux US. Donc, j'ai été donc, au MIT, j'ai eu la chance d'aller au MIT, donc faire la Sloan School of Management. Et donc, c'était parce que j'avais aucune formation de gestion, et Sloan était assez mathématique. Hein, donc, je suis rentré par la recherche opérationnelle. Hein, vous voyez ce que c'est. Par les maths. Et puis, je me suis beaucoup amusé au MIT. Alors là, c'est là où les destins arrivent, parce que c'est les rencontres. Le Boston Consulting Group était à Boston. Donc, j'avais déjà des premiers contacts avec BCG. J'avais vu le président Bruce Anderson. Et c'est l'époque où le BCG était tout petit. Hein, il y avait 30 personnes, même pas. Wow. Et puis après, donc, je suis rentré à Paris, jeune marié. Et là, le destin arrive et c'est le hasard. Je pense que le hasard est aussi important que la stratégie. Enfin, dès qu'on fait de la stratégie, on est obligé de réfléchir à la chance, au hasard, à la malchance, etc. Et donc, j'ai pris un boulot, je peux le dire maintenant, c'est chez Croze-Loire. Et puis, la veille du jour où je rentre, donc je rentre un lundi matin, dimanche soir, un de mes très bons amis de Carbonel, aujourd'hui décédé, qui était un des premiers embauchés au BCG. Bruce Anderson avait décidé d'attaquer l'Europe par la France. Et donc, il avait embauché 4 Français, hein, qui avaient été formés à Boston. Et puis, François me dit, Xavier, où est-ce que tu vas? Creuse-Loire, écoute, tu rentres mardi, passe lundi au BCG, parce que Bruce est là. Bruce était le fondateur. Alors, pour un Fontanet qui a promis d'arriver lundi, vous avez vu que j'étais à l'heure exacte. Exact. Dire qu'on arrive mardi, c'est un drame, mais j'ai décidé de dire, parce que j'aimais beaucoup François de Carbonel, et donc j'y vais, et puis j'arrive, alors je croyais arriver dans un grand cabinet de conseil, petit bureau de 24 mètres carrés, rempli de caisses de présentation, et puis, donc il y avait tous les gars qui avaient des Français qui étaient... Écoute Théâtre, le grand rendez-vous de Bruce Anderson était venu pour Ambroise Roux. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Ambroise Roux, c'était le très grand patron de l'époque, le patron de la CGE.
Bruce était venu avec son beau costard pour le rencontrer, et 1 heure avant, il annule. Et on me dit, pas de problème, Xavier, tu déjeunes avec Bruce. Alors là, vous vous rendez compte? Alors Bruce, c'était l'ancien président de Westinghouse, hein, donc c'était un poids lourd américain. Alors très sympa, Bruce, ravi. Et alors le déjeuner est absolument incroyable. On va dans un petit bistrot. Alors, petit bistrot, rien du tout. Il a pris une soupe, pour tout vous dire, tellement c'est important. On commence à discuter. Alors moi, j'étais à MIT, j'avais beaucoup étudié les courbes d'offres et de demande. Lui avait inventé la courbe d'expérience. Et on commence à se disputer sur la courbe d'expérience par rapport à... Et alors, à un moment donné, je vous assure que c'est vrai, la vie a changé là. Bruce a renversé sa soupe sur son beau pantalon qu'il avait mis pour... Et donc, alors, il fait un geste, et puis je lui dis, écoutez, monsieur Anderson, excusez-moi, allez à l'hôtel. Puis il me dit, non, écoutez, Xavier, je préfère discuter avec vous. Alors j'ai dit, je rentre au BCG. Alors en fait, on a dîné, j'étais très séduit par ce type qui était vraiment brillant. Oh, ben, c'était beaucoup plus que ça. D'abord, il était très massif. C'était un fils de pasteur, donc il avait une dimension religieuse. Donc il enseignait, en fait, il enseignait la courbe d'expérience. Et il avait intuité toutes les grandes idées du BCG. Et donc il était très impressionnant, mais très facile. Et alors il adorait les débats intellectuels. Et évidemment, moi je l'accrochais parce que je m'y connaissais bien sur la courbe d'offres et de demande. Et donc c'est ça qui l'avait poussé à... Et donc il avait déjà intuité tout ça. Et donc j'étais embauché le soir même. Bon, j'ai appelé Creusoir en disant, écoutez... Et donc cette rencontre a changé ma vie, en fait. Hein, puisqu'il n'y aurait pas eu cet appel de mon ami, je partais sur une autre carrière. Donc là, j'ai eu la chance de connaître le BCG au tout début, puisqu'on n'était qu'à tout ça. J'étais le premier embauché. Alors, qu'est-ce qu'on fait au BCG à cette époque-là? Alors, on était tout début. Alors, on avait, si vous voulez, il y avait comme une avance conceptuelle énorme avec les courbes. Avec la conception du... Bruce avait déjà conçu l'ensemble, courbe d'expérience, finance, portefeuille et segmentation. Donc, toutes les idées étaient déjà en place. Alors, c'était pas affiné, mais on sentait que c'était un truc nouveau. Des grands concepts. Et ça révolutionne tout, si vous voulez. Toute l'économie saute. Hein. Les seuls qui réussissent, c'est Schumpeter. Mais Bruce, évidemment, le BCG améliore énormément toutes les idées de Schumpeter. Et donc, on était tout petits jeunes, parce que moi, j'étais en taille, j'avais 24 ans. Ouais. Nous sommes en quelle année, d'ailleurs? Nous sommes en 73. Et donc, il avait mis un Anglais très, très sympa, John Barnes, malheureusement décédé, exceptionnel, comme patron du bureau de Paris. Et donc, on entendait très, très bien avec Barnes. Et donc, on a commencé. Alors, le premier client était Essilor, en fait. Hein, puisque Grand Perret, l'un des 2 coprésidents fondateurs d'Essilor, était fanat du BCG. Et il avait repéré le BCG. Et donc, la première étude BCG était Essilor. Évidemment, je m'étais mis dessus. Et donc, le premier étude, c'était une étude d'installation d'usine. Essilor, j'ai passé beaucoup plus de temps, hein, puisque j'ai passé 8 ans en tant que consultant. Vous aviez déjà fait la strat avant de les rejoindre? Non, on avait fait le portefeuille. Donc j'étais très familiarisé, je connaissais tout le monde. Hein. Et puis on a fait de bonnes études, donc les gens nous aiment bien. Voilà. Donc le destin, oui, il est arrivé là aussi une deuxième fois. Alors ensuite, j'étais chez Beneteau. Alors là, c'était au bout de 8 ans, je voulais quand même changer pour voir autre chose. On était prêt à repartir aux US avec mon épouse. Et puis alors, deuxième coup de théâtre, c'est que on a eu la chance de rencontrer Madame Roux. Alors, j'ai pas le temps de vous raconter l'histoire parce que c'est encore une histoire incroyable. Mais donc, j'ai rencontré Madame Roux qui était à l'époque patronne de Beneteau. Mais alors, Beneteau était tout petit. Tout petit, ça faisait quoi? Écoutez, non, ça faisait 5 millions d'euros. 5 millions. 30 millions de francs. Et donc, en fait, je la rencontre un jour, je vais au salon nautique et je tombe très très mal. Parce que j'ai eu la chance d'être nommé vice-président très vite. Parce qu'au BCG, vous aviez le consultant au départ. Hein, donc au début, pendant 3 ans, je cherchais de l'info. Hein, et puis j'écrivais les slides. Et puis après, vous devenez manager. Donc le manager, c'est la personne qui dirige l'équipe. Et puis le vice-président, c'est la personne qui vend les études, qui a 2 managers et qui est responsable. Alors comme ça croissait à toute vitesse, je me suis trouvé VP très très vite. Alors j'ai un copain, Jean-François Demont, qui a fait une très très grande carrière chez Carrefour et Continent, qui avait rencontré Madame Roux et qui me dit, Xavier, il faut absolument... Là, il y a un cas génial. Et donc j'arrive au salon nautique et c'était le mauvais moment pour voir Madame Roux parce qu'elle venait de se prendre un API avec un concessionnaire qu'elle virait, vous voyez. Donc il n'y a pas pire moment pour arriver. Et puis évidemment, boîte consulting, Beneteau tout petit. Mais vous étiez breton et voileux. Alors, boiton et voilà, mais je n'ai pas joué de ça. Et le hasard, une fois, alors, le hasard a joué, c'est que elle s'était quand même préparée au rendez-vous. Et alors, bon, à un moment donné, j'ai dit, on ne va pas y arriver parce qu'on va être beaucoup trop cher et tout ça. Mais elle avait une enveloppe qu'elle serrait. Alors, en partant, je dis, mais Madame Roux, qu'est-ce que c'est que cette enveloppe?
Alors elle me dit, je ne veux pas vous la montrer. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est? C'est mon bilan. Et pourquoi vous ne voulez pas me le montrer? Parce qu'il n'est pas beau. Alors j'ai écouté Madame Roux, vous savez, on est comme des médecins. Hein. Et donc, je peux voir votre bilan quand même. Et donc, elle me donne le bilan. Et alors là, je vois tout de suite, en une fois le destin qui passe, l'entreprise avait un taux de croissance de 45%, va endettée à 2 pour 1, pas de dividende, il y avait 3 années. Ben, j'ai dit, Madame Roux, c'est un bilan absolument splendide. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas beau? Parce que je suis endetté, je ne paie pas de dividende. Madame Roux, attendez, vous faites exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que je pourrais avoir le bilan de Jeannot? Voilà. Et alors, Jeannot, gros concurrent, qui était 4 fois plus gros. Et alors, là, en fait, elle avait préparé l'entretien. Parce qu'elle l'avait. Elle a dit, je ne veux pas vous le donner. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Mais attendez, je peux le voir? Et je prends et je vois tout de suite le truc. Elle avait été les prendre au greffe du tribunal de commerce. Et je vois Jeannot, croissance 8%, rentabilité 45% après impôt et dividende 75%. Donc en fait, Jeannot n'est pas endetté et tout le bénéfice de Jeannot, il est en dividende. Alors j'ai écouté Mme Roux, si vous ne passez une étude, on va le taper. Bon. Wow. Alors, on commence à discuter. C'est un cours de vente. Ouais. Et alors, vous allez voir que c'était compliqué, mais c'était toute la beauté du BCG de l'époque. On commence à discuter prix, donc vous voyez, la boîte faisait là. Et alors, en fait, il fallait diviser le prix par 4. Donc, je passe un coup de fil à Bruce et je dis, Bruce, écoutez, laissez-moi faire du marketing, cette boîte est géniale, je pense que sa présidente est quelqu'un d'exceptionnel, faisons un petit peu de marketing. Alors, il me dit, écoute, Xavier, vous pouvez diviser par 2, mais pas par 4. Alors, Bruce me dit, vois ça avec John, et John Barnes me dit, écoute, Xavier, diviser par 4, non, mais diviser par 2, oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher les gens du BCG, et je dis, quels sont ceux qui font du bateau? Donc, vous faites du bateau, on fait les études le jeudi et le lundi, et moi, Madame Roux vous passe des first 30 pour faire du bateau le week-end, et vous mettez la moitié du temps que vous passez. Ah, excellent, excellent. Et donc, ça a été l'étude. On a divisé par 4. Voilà. Alors, donc, l'étude était évidemment de confirmer la stratégie d'endettement de Jeannot, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu, après 8 ans, quitter le BCG pour faire autre chose. Et puis j'ai dit à Mme Roux, vous savez, dans 1 an, je ne serai plus au BCG. Le lendemain, coup de téléphone, je vous embauche ainsi que votre épouse. Bon. Parce qu'elle cherchait un DG, et puis elle savait que mon épouse avait un très beau job, et elle cherchait une femme de communication, et donc elle nous a embauchés tous les deux. Alors on a quand même divisé les salaires par 3. Hein, bon. Mais comme on vivait dans un endroit qui était très simple, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'était rien par rapport à Paris. Donc, la première année, les impôts étaient égaux au salaire, mais enfin, bon, c'est tout. Et donc, je rends hommage à mon épouse que ce genre de choses n'a jamais... Qu'elle vous ait suivi pour suivre, voilà. Et on s'est dit, les filles, comme ça, bon, ça leur permettra de voir un peu la Vendée, là. Donc, on est parti là. Voilà. Alors, c'était une aventure absolument extraordinaire parce qu'on a mis en place comme je l'explique... Le petit qui frétille contre le gros qui roupille. Qui roupille, donc, et donc, on a mis en place vraiment toute la stratégie. Alors moi, le plus important pour Madame et Monsieur Roux, parce que le mari de Madame Roux qui est décédé était un type assez exceptionnel aussi, il était quincaillier, mais c'était un ingénieur qui avait été forcé par sa famille à faire du commerce. Donc il était excellent, excellent en industrie et donc il s'occupait. Donc il est beaucoup plus âgé que moi, hein. Mais on s'est très bien entendu. Et moi, je m'occupais surtout du commerce et de la stratégie avec Madame Roux. Et donc c'était un parcours absolument extraordinaire puisque là, quand je suis rentré chez Beneteau, on devait être écoutez, en 5 ans, on a fait du 50% de croissance. Donc, la boîte a été multipliée par 7, hein, faites le calcul. Donc, c'était vraiment énorme. Hein. Et ça a continué après. Hein. Donc, là, vraiment, on a été... Alors, bon... Et vous êtes parti aux États-Unis, la boîte était française en Vendée, vous avez été aux États-Unis. Alors, oui, donc, là, il faudrait plus de temps. Il faut lire le livre. Il faut lire le livre, c'est il faut lire le livre. L'élément clé, dans ce qui est on va le montrer à la caméra, voilà. Ce qui est très intéressant pour une PME, si vous voulez, c'est que on avait, quand je suis rentré, Beneteau était numéro 5 sur l'industrie, mais la chance qu'il y avait, c'est que le marché américain est surtout un marché de bateaux à moteur. Donc, le leader américain en voile était à notre portée. Ça a été la clé. Et je pense que, je raconte évidemment comment on a pris les premières commandes aux États-Unis, c'est des histoires encore d'anthologie, mais la chance qu'on avait, c'est que, si vous voulez, il faut voir d'où vient le destin. Le destin, c'est De Gaulle. De Gaulle était absolument fasciné par Tabarly. Pourquoi? Parce que Tabarly avait tapé les Anglais. Et donc De Gaulle a dit, il faut mettre tous les Français sur l'eau.
Et donc c'est Pompidou, en fait, qui a créé tous les ports. Et donc la France s'est dotée de très grands ports, des ports à 4000 places, vous voyez, des vrais trucs sérieux. Et ça donnait une immense accélération au marché français, à l'époque où les Anglais ont refusé de faire des ports, et les Anglais faisaient des mouillages dans les rivières. Hein. Et donc le marché anglais est tombé, à l'époque où le marché français a littéralement explosé. Et donc, les leaders étaient les Anglais, mais le marché français a cru tellement vite que la profession française s'est hissée. Et alors, le deuxième truc qui a joué, c'est les R&D. C'est que nous avons en France des architectes absolument géniaux. Vous voyez les bateaux Vendée Globe qui planent. Bon, en fait, à l'origine, c'est les Français qui ont inventé ça. Hein. Et donc, il y avait en France des architectes absolument extraordinaires qui avaient inventé les gros culs. Et alors, les bateaux qui ont des gros arrières, alors que c'est les bateaux anglais, c'est des bateaux très fins. Donc, les bateaux anglais sont imbattables au près, mais dès que vous êtes vent-arrière, le bateau n'est pas stable. Alors que les bateaux français sont un peu moins bons au près, mais en arrière, ils planent. Et donc, le coup de génie qu'on a eu, c'est Finot, qui est l'architecte Finot, qui a réussi à vendre un bateau gros cul à Ted Heath, le Premier ministre anglais. Il a gagné comme Zinard. Et alors ça a été le coup terrible, parce que ça a été les architectes français qui ont battu les Anglais. Et nous, on s'est enfourgués dans tout ça, parce que derrière un bateau qui a un gros arrière, vous mettez 2 cabines. Et donc le bateau est plus petit, mais plus logeable. Vous voyez ? Ouais. Et donc on a gagné. Il allait plus vite, et il était plus logeable. Donc ça a été l'origine. Alors après, il y a des trucs techniques sur les quilles, je vous raconterai pas ça. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à... Une fois qu'on a battu les Anglais, après on est parti sur les Allemands, puis les Scandinaves. Et on va faire un petit détour. On va faire un petit détour parce qu'on n'avait pas prévu de le dire, mais l'histoire me fascine. Vous voulez aller aux États-Unis, c'est pas facile pour une PME française de partir aux États-Unis. Et là, vous prenez encore un coup de travers en vous disant, plutôt que d'aller acheter un fabricant, etc., vous dites non, passez par le leaser. On fait de la stratégie, si vous voulez, je me rends compte tout de suite qu'il y a un marché très très important, qui est le marché des loueurs. Hein? Et donc, les Américains sont très en avance sur nous. Et donc, le marché des gros bateaux, finalement, il est loué. Et donc, il y avait 2 boîtes. Il y avait CSY, qui était le leader, mais qui n'avait pas de très joli compte. Et le numéro 2 s'appelait Moorings, avait très joli compte. Et on analyse les deux. Et je dis à Madame Roux, il ne faut pas partir avec CSY, parce que d'abord, il a un chantier à lui. Donc, il va évidemment préférer ses bateaux. Et moi, je préfère qu'on aille avec l'autre, Moorings. Et donc, on dit qu'on part sur Moorings. Alors l'histoire, toujours, ça c'est du vrai commerce, c'est-à-dire que je prends rendez-vous avec eux, et puis quand j'arrive, je suis reçu par le vice-président en charge des ventes, donc je venais de France quand même, hein, et il me reçoit un quart d'heure en m'éjectant. Bon, alors évidemment, non mais attendez, il n'en faut plus. En fait, il était acheté par le concurrent Morgan Yacht, hein, qui évidemment a dit jeter. Bien sûr, évidemment. Alors je me dégonfle pas, je reste couché je reste toujours à Fort Lauderdale. Et puis le lendemain matin, je me pointe comme si rien n'existe. Donc je rentre, que des gens sympas. Alors le vice-président était parti. Il était parti, il avait fait son quart d'heure. Donc je commence, comme toujours, avec les secrétaires, on commence à discuter. Puis alors les Français, on a beaucoup de charme, avec notre anglais qui est merdique, tout ça. Et le destin, une fois de plus, encore. Le destin arrive. J'étais là, il y a une porte qui s'ouvre, je me rappelle encore. Et je vois un très beau mec, très sympa, c'était Charlie Carry, le propriétaire. Alors Charlie Carry, pour tout vous dire, était à la retraite et c'était le directeur financier de SO. Donc le type était pété de thunes, il faisait beaucoup de bateaux et c'est lui qui avait lancé Moorings sur ses fonds propres. Ah oui, d'accord. Alors là, on se croise. Qui est ce monsieur? Il vient de France. Ah, très bien. Je rentre dans la salle. Il avait fait MIT comme moi. Donc j'avais mes petites présentations sur BCG, etc. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur Carry, vous venez au chantier. Hein. Et donc, 2 mois après, Carry allait ouvrir des bases en Angleterre, en Grèce, il s'arrête au chantier. Et là, on lui fourgue les First 38. Alors ça, c'était un des plus beaux bateaux qu'on avait conçus. Et l'avantage qu'il avait, c'est qu'il était gros cul, donc il était beaucoup plus logeable. Et alors, c'est un des meilleurs bateaux dessinés. Alors ça, c'est Béret, qui était un autre architecte absolument génial. Alors, c'est un bateau par petit temps, vous ne voyez aucun sillage. Il était à 6 nœuds, l'eau était plate. Donc, c'était un dessin de coque sublime. Alors, Carry... Il voit ça complètement fou. Et il en achète 2. Bon. Alors, et alors après, l'histoire vaut vraiment de la raconter parce que 1 an après, je vais les voir et je dis à Charlie Carry,
c'est comment le First. Alors, il était complètement fou. Il a dit, ça, c'est vraiment un bateau génial. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur Carry, je vous propose la chose suivante. Est-ce que vous voulez pas qu'on fasse la gamme Moorings? Donc, moi, je vous mets le meilleur architecte du monde. D'accord? Vous venez au chantier. Alors, non, l'idée, c'était Madame Roux et moi, on l'a vu ensemble. Il y avait Germain Frères, qui était le plus grand architecte du monde, qui faisait des bateaux, si vous voulez, pour les gens très riches. Donc, c'est tous les rois, tous les milliardaires. Et en fait, nous, on a dit qu'on pouvait le payer plus si on faisait des bateaux de série. Parce que vous voyez, si vous vendez, si on arrive à vendre 1 millier de First 42, il va avoir des royalties plus grosses que si c'est le roi du Maroc ou le roi d'Espagne qui lui prenait. Et donc, alors là, Madame Roux a été exceptionnelle. On a logé Charlie Carry, elle a logé chez elle avec son épouse. Et puis, on a fait Germain Frères, qui était le grand architecte. Bon, c'était un magnifique argentin, il était beau, vous pouvez pas imaginer. Et puis et donc on a fait une semaine où on a dessiné 3 bateaux. Wow. Génial. Hein? Et alors vous aviez Frères qui était spécialiste de la course, donc lui, il était intéressé aux bateaux qui rentraient dans les tailles pour la course, alors que Carry disait, moi je veux 2 mètres. Je veux des lits qui font 2 mètres 20. Il pensait à ses locations, lui. Tout le sujet, ça a été de faire l'harmonie entre les tailles intérieures et les coques. Et on a sorti, j'en pleure presque tellement les souvenirs, on a sorti toute la gamme Moorings. La gamme Moorings, on a sorti un 38 pieds, on a sorti un 42 et un 48. Et alors ça a été la révolution parce que il nous a passé commande, on a eu 2 ans et demi de chiffre d'affaires. Il a dit, écoutez, il faut que vous fassiez une usine. Alors j'ai dit, monsieur Carry, écoutez, on était petite boîte, très endetté, pas de problème, la compte. Et la compte de la commande a payé l'usine. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est exactement ce qui s'est passé avec l'uranium l'AG. L'AG a été financé par les Japonais. Ouais. C'est le client qui a financé l'AG, hein. C'est pas nous. Et donc là, on a financé toute l'usine et on a passé une commande qui était Et donc, alors là, après le coup, il s'est pas arrêté là parce que on a décapité le client, le fournisseur des Moorings, qui s'appelait Morgan Yacht. Bon, c'était un avocat un peu nul, un peu bon, qui possédait cette boîte-là. La boîte elle était plus très bonne. Et donc, on lui a piqué son client, on l'a foutu en faillite. Qu'est-ce qu'on a fait? On a piqué tout le réseau. Et c'est sur ce coup que vous avez gagné les États-Unis. Ah ben oui, ça a été le moment où toute l'industrie a basculé. Parce que là, à ce moment-là, Jeannot était complètement en dehors du coup. Ouais, alors, la décharge de Jeannot, si vous voulez, c'est là où... Oui, parce que la stratégie, évidemment, ils avaient versé des dividendes, ils étaient endettés, mais ils avaient été filiales d'une boîte américaine, et ils étaient la pompe à fric. C'était la pompe à fric. Alors, il s'est passé qu'il y a eu une très grande bagarre dans les avions. Ils étaient une filiale de Bancorp Punta, et donc il y a eu une très très grosse bagarre entre Beechcraft et Pushpa-Lénon. Et donc, à ce moment, les Américains ont tiré du fric de Jeannot. Donc, au fait, le concurrent Jeannot, on croyait que la puissance américaine allait nous écraser. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Il était pompé à la décharge de l'équipe de Jeannot. Évidemment, alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les félicitait sur la dette, sur le fait qu'ils n'étaient pas endettés. Madame Roux avait fait un coup de génie, elle avait fait croire que j'étais rentré pour lancer les bateaux à moteur. Parce que Jeannot était voile et moteur, et BDE était que voile. Il y avait une petite gamme. Et donc, on a fait croire à Jeannot que je rentrais pour le moteur. Qu'est-ce qu'a fait Jeannot? Tout s'est raidé sur les moteurs. Et pendant ce temps-là, il n'a pas fait de voile. Vous voyez le truc. Donc, tous ces petits jeux. Et donc, j'ai appris tout ça sur le terrain avec Beneteau. Et surtout, nous, les Fontanais, les Fontanais, les Pouliquins, on est des médecins, des militaires, et puis des notaires. Vous voyez. Donc, c'est pas du tout dans le business. Alors là, vraiment, avec Madame Roux, là, je veux dire, je suis rentré. C'est une bonne école. C'est une bonne école, parce que je suis pas, au départ, il faut faire attention. Moi, je suis un manager, vous voyez, je suis pas un fondateur de boîte. Hein. Je peux la faire grossir. Mon savoir-faire, c'est grossir. C'est pas du tout, j'ai pas démarré une boîte. Hein. Alors, je considère que les gens qui démarrent les boîtes, c'est un cran dessus. Hein. C'est un cran dessus, hein, pour moi. Hein. Attention. Du coup, on va reparler évidemment des Sealor, mais avant d'arriver à Sealor, moi j'avais envie de revenir sur le podcast. Évidemment, on s'intéresse à ce qui fait grandir les entreprises, donc c'est précisément le sujet. En France, on a déjà eu l'occasion d'échanger. Il y a quand même beaucoup moins d'ETI que dans d'autres pays, 4 fois moins qu'en Allemagne, 10 fois moins qu'en Chine. C'est forcément multifactoriel, mais une des raisons, pour moi, c'est qu'il y a les patrons font moins de stratégie. De temps en temps, ils montent des sociétés qui sont fantastiques, ils sont rivés sur leur société, et ils regardent pas les concurrents. Et ce que vous nous dites là, et ce que vous avez fait au BCG, etc., c'est de prendre un environnement concurrentiel, de regarder des parts de marché, de regarder des rentabilités, etc. Ça part de ça. Ça part de ça. C'est ça qui est intéressant. La première question que j'avais envie de poser, la stratégie. C'est
universel, c'est intemporel. Je sais que vous êtes un passionné d'histoire. Est-ce que vous pouvez revenir pourquoi la stratégie est importante pour vous? Pourquoi les patrons qu'on a doivent s'intéresser à la stratégie? Oui, alors, non, mais moi, c'est toute ma retraite. Hein, parce que voilà, alors je vous expliquerai comment je manageais plus tard. Mais effectivement, je me suis passionné parce que, en fait, bon, j'étais au BCG à l'époque où toutes ces idées de stratégie se construisaient. Ouais. Alors, Bruce avait déjà, mais on a énormément peaufiné, checké, amélioré. Alors, le premier point, c'est que c'est universel parce que ça marche. Ça marche aussi bien dans le produit que dans le service. Hein, ils sont complètement différents. Dans le service, il n'y a pas de capital, dans le produit, il y a du capital. Et alors, dans le service, la courbe d'expérience, en fait, ça ne sert que dans les produits. Oui. Et c'était une méthode pédagogique pour expliquer la valeur de la part de marché. Hein, donc, c'est un outil qui sert surtout à expliquer qu'il vaut mieux être en bas de la courbe pour gagner de l'argent. Vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs, expliquer ce concept à nos auditeurs, la courbe de croissance? La grande invention, si vous voulez, de Bruce Anderson, c'est que, vous voyez, la courbe d'offre et de demande, c'est que le prix de revient dépend des volumes. Vous faites les volumes actuels, et puis vous avez une courbe qui descend. Bon. Et en fait, Bruce, ça, quand vous avez des métiers qui croissent à toute vitesse, on peut même pas faire la courbe d'offre et de demande parce qu'il faudrait la faire toutes les secondes. Donc le système ne marche pas. Et Bruce a été donc confronté. Il s'était rendu compte, si vous voulez, l'effet d'expérience, parce que quand il était patron de Westinghouse, il a été pris dans un procès antitrust terrible. Et en fait, il y avait 3 concurrents. Il y avait Lee Chalmers, Westinghouse, le numéro 2, General Electric, le numéro 1. Hein. Donc, c'était dans les années 60. C'est les turbines qui permettent de passer de la vapeur à l'électricité. Donc, c'est EDF qui achète ça, vous voyez. Et la vapeur, elle vient de n'importe quelle production, mais après, vous transformez en électricité. Donc, c'était les alternateurs. Et donc, il y avait 3 concurrents. Et Lee Chalmers a fait un procès à General Electric pour dumping. En dumping, qu'est-ce que c'est? Le dumping, c'est vous mettez des prix, mettez des prix plus bas que vos coûts pour mettre le concurrent en faillite, puis vous rachetez une fois qu'il a capoté. Vous voyez, donc c'est une. Alors ça, vous n'avez pas le droit de faire ça aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la tôle. Hein. Bon. Et alors donc en fait, c'est toute l'industrie qui était consultée. Donc Bruce était dans le coup. Et Bruce avait déjà eu l'intuition de la courbe d'expérience, et il a dit écoutez, aux auditeurs, vous allez prendre tous les prix de revient des 3 concurrents sur 20 ans. Hein, et on va prendre un bon auditeur qui va retravailler les comptabilités pour qu'on ait vraiment des prix de revient. Et alors, il est tombé sur un coup absolument extraordinaire, c'est qu'ils étaient tous sur la même courbe d'expérience. On traçait les 3 courbes d'expérience séparément. Alors, évidemment, General Electric avait plus d'expérience, Westinghouse était au milieu, Alice Chalmers en avait moins, mais quand vous mettiez les 3 courbes d'expérience sur le même papier, c'était la même courbe. Et alors, donc, c'était le poteau rose, parce que qu'est-ce qui se passait? General Electric était beaucoup plus gros que Westinghouse, donc ils pouvaient toujours mettre des prix dans lesquels ils gagnent de l'argent, et Alice Chalmers perdait. Ils ont tous descendu les coûts, donc les ingénieurs d'Alice Chalmers ont fait du très bon boulot, mais ceux de GE en faisaient autant. Ce qui fait que bien qu'ils épaulaient, et donc ça a montré la valeur de la part de marché. Voilà. Et ça, c'est l'élément fondamental à comprendre. Alors ça, c'est dans le produit. Dans le service, les éléments qu'est-ce qui fait la force dans le service, c'est les densités. J'étais très étonné d'ailleurs, parce que dans votre bouquin, vous racontez là chez Ørsted quand vous êtes passé, et qui du coup est complètement différent. Votre société de service, vous faisiez de la restauration. Et puis quand vous regardez les différentes filiales, vous apercevez qu'il y en a qui sont très rentables, d'autres beaucoup moins rentables, et il y a l'air de ne pas y avoir de cohérence. Donc vous dites que la part de marché, c'est pas la même chose, c'est pas la courbe d'expérience. Alors j'avais donc, pour moi c'était un challenge, parce que oui, je passe de Beneteau. Donc la production. Je passe de Beneteau à la restauration. Alors parce que les wagons-lits voulaient m'embaucher. Bon. Et alors vous vous rendez compte, les mecs, ils disent qu'est-ce que c'est que ce type? Il a fait les ponts, MIT, des bateaux, qu'est-ce qui débarque? Bon. Alors moi je savais, je sais mon point de force c'est la stratégie. Et j'ai tout de suite vu ce qui allait pas. Ce qui allait pas, c'est que l'organisation n'était pas cohérente avec les résultats. Il y avait 4 lignes de produits, les cantines pour entreprises, les cantines pour écoles, les cantines pour hôpitaux et les cantines pour vieux. Et donc, en fait, les parts de marché n'étaient pas les mêmes et Eurest est très très fort en entreprise, mauvais en école et en hôpitaux et moyen en vieux. Et les marges étaient exactement les mêmes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai rentré dans la boîte marchait quand même pas trop mal. J'ai dit au boss, écoutez, vous me laissez 6 mois faire l'enquête, je ne vais pas
prendre la direction générale. Hein. Donc on a nommé un gars qui est malheureusement décédé, mais qui est un type génial, Durand Daguin, qui était patron de la France. On a dit, écoutez, tu gères l'Europe, tu gères la boîte. Bon. Et pour ça, j'intéresse tout le monde. Et la solution est venue des Anglais, parce que j'ai été voir l'Angleterre, et le grand concurrent anglais s'appelait Gardner Marchant, et lui, il était organisé par région. Donc il suffisait de prendre son rapport annuel, on lisait tout, et il y avait des graphiques de rentabilité avec les parts de marché. Tout était expliqué. Alors j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, quand vous voulez prendre une entreprise, vous installez l'entreprise, donc quand j'ai compris le truc, j'ai fait un coup de confiance secret, j'ai été voir le directeur financier, et je lui ai dit, écoutez, j'ai trouvé le truc génial. Donc je l'ai mis dans la poche, et j'ai dit, on n'en parle à personne. Et on a refait toute la compta de reste, avec les parts de marché par région. Alors, au lieu de les suivre par business unit, donc là, selon, par région. Voilà, on l'a pris par région. Et à ce moment-là, alors il y a eu la réunion dans laquelle on convoque tout le monde. Donc là, il m'attendait. Hein. Et puis alors, je me rappelle toute ma vie, j'ai sorti le graphique dans lequel il y avait toutes les filiales de reste par pays, classées par part de marché, tout aligné. Puis après, je prends la France, tout est aligné, sauf une région que je ne nommerai pas, Et à ce moment-là, le grand patron de la France a dit, celui-là, je le vire. Parce qu'il n'était pas aligné, parce que ça mélangeait un peu les comptes personnels avec les comptes de l'entreprise. Et alors là, il y a eu 5 dans la salle, tout le monde se met à parler, ils commencent à se discuter. J'avais gagné parce que j'avais apporté le truc. Voilà, donc votre démonstration, c'était qu'en fait, il fallait regarder la part de marché locale. Voilà, part de marché locale. On a tout réorganisé. Et est-ce qu'il y a un sens? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une notion de service, et donc il faut de la densité, et de la densité, vous réduisez vos coûts parce que vous avez moins de transport, etc. Donc les camions de livraison, vous voyez, les camions de livraison sont beaucoup plus gros et livrent beaucoup plus vite tous les restaurants. Puis surtout, vous passez les équipes, vous voyez, quand il y a un problème, vous passez les équipes d'un restaurant à l'autre. Et alors le plus important, c'est la vente. C'est que quand vous avez... Et là, c'est là où les types de restes sont absolument géniaux. On a tout changé la vente. Parce que la vente, quand vous avez un client qui est très content, vous le transformez en vendeur. Donc, par exemple, vous réussissez très très bien avec une école. À ce moment-là, vous appelez le copain de l'école qui est à l'hôpital. Ils dînent ensemble. Ils disent, tu sais, les gars de reste sont géniaux, tu les prends. Et on passe. Ouais. Et puis les changements de technologie, une cantine d'hôpital, une cantine d'école, c'est différent. Mais ça veut dire qu'il fallait décloisonner quand même l'organisation, parce qu'avant, il y en avait qui suivaient les hôpitaux et d'autres qui suivaient... voilà. Mais ça s'est fait. Une fois qu'ils ont compris, ça a été plus vite que moi. Ils se sont tout de suite réorganisés. Donc, ça a pris 30 secondes. Parce que les mecs étaient géniaux quand même. Hein. Ouais. Ça a pris 30 secondes. C'était l'exécution. Ah bah oui. Mais ça a pris combien de temps dans les faits opérationnels? On s'est mis d'accord. Je ne vais pas vous dire en une après-midi, mais presque. Alors, non, par contre, le truc plus difficile, c'est comment est-ce que vous coupez la France? Vous la coupez en 10, en 50, mais c'est le vrai problème. Combien de régions? Qu'est-ce qu'une région? Comment est-ce que vous coupez les régions? Et alors là, je leur ai donné, je vous jure que c'est vrai, je leur ai donné l'identité de Braudel. L'identité de la France. Vous ne connaissez pas ce bouquin? Vous connaissez Braudel? Non. Bon. Alors, vous verrez qu'à la fin, le vrai sujet de la stratégie, c'est la culture générale. Donc, vous allez partir avec une bibliothèque idéale. Ah, ça, super. Et vous avez pour 3 ans de lecture. Hein. C'est parfait. Vous avez 5000 pages de lecture, hein, d'accord? Bon. Alors, Braudel, c'est un génie absolu, un génie français de l'économie. C'était l'économie du temps long. Il s'est intéressé à... Braudel a considéré que l'économie est plus importante que les guerres. Et donc, il suit l'économie sur des milliers d'années, sur des centaines d'années. Et il va étudier, par exemple, l'économie du blé sur 2000 ans. Le prix du blé sur 2000 ans. Vous voyez? Comment est-ce que le prix a baissé? Pourquoi? Vous voyez? Et donc, en fait, il a écrit son bouquin sur l'identité de la France. La France était organisée par canton, ou par région. Qu'est-ce qu'une région? Donc, une région, c'est une petite nation. Vous avez à la fois des facteurs historiques, des facteurs géographiques, des facteurs culturels. Vous voyez? Par exemple, prenez la Vendée. Puis la Vendée, c'est une région. Puis il y a eu les guerres de religion. Puis la Vendée, qu'est-ce qu'elle est très très forte? Pourquoi est-ce que Benetton a bien marché? Parce que la Vendée c'était les champions des fabricants de selles de chevaux, par exemple. Vous voyez? Toutes les forges étaient en Vendée. Donc il y avait un savoir-faire extraordinaire. Et toute cette région est très dynamique. Vous voyez, c'est du cottage industry. Et donc, on a coupé la France en régions. Alors, le seul travail qu'on a eu, vous voyez, c'était comment est-ce qu'on coupe.
Ouais. Par exemple, Grenoble, est-ce que Grenoble, vous le mettez du côté, on va dire, de Lyon, ou est-ce que vous rattachez Grenoble à Chambéry? Vous voyez, tous les sujets. Annecy, vous le mettez où? Vous voyez, je prends ça parce que je connais ces régions. Comment est-ce que vous coupez? Donc là, on a eu des débats, et là, ils ont été très forts. Et après, le commerce a changé. Il n'y a plus de vendeurs. On faisait que des gueuletons. Donc, dès qu'on était dans une ville, on prenait les clients contents, on mettait les prospects, et les clients, en fait, ils sont très fiers de devenir vendeurs, et ça les conforte dans leur choix. Et ça les conforte dans leur choix. Parce qu'ils disent, si j'ai convaincu l'autre de prendre le reste, c'est que j'ai trouvé le bon. Vous comprenez? Et donc, moi, toute ma vie, j'ai passé mon temps à transformer les clients en vendeurs, notamment chez Essilor. Bon, alors justement, voilà, vous avez compris? Parlons d'Essilor. Et on leur a dit, vous allez participer à un mouvement qui va changer l'industrie. Le Parti communiste arrive et nous propose de racheter le fabricant. Le Français, si vous voulez, il a besoin de comprendre la grande stratégie pour obéir. Pour piloter un Français, c'est pas comme un Allemand. L'Allemand, il va obéir. L'Américain, si vous l'envoyez dans le mur, il va obéir. Même l'Américain, il va vous dire, écoutez, j'y vais, mais je veux plus de fric, il faut taper plus fort.